Salut, dans ma vidéo où je parlais de Ryan Bogward, vous avez adoré le fait que ce soit une histoire récente. Et bien là, je vais vous parler d'une personne qui est en train de devenir une légende au moment même où je vous parle. On peut pas faire plus actuel, je parle de Violette d'Orange qui vient de boucler son premier Vendée Globe à 23 ans il y a quelques jours. Vous l'avez peut-être suivi pendant la course, sinon vous allez la découvrir ou la redécouvrir. Il y a une chose que je peux vous dire, regardez bien, retenez son nom, vous allez en entendre parler pendant les années à venir, c'est une certitude. Déjà, le Vendée Globe, c'est quoi? C'est un tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance, on appelle ça l'Everest des mers. Je peux vous dire que c'est pas pour rien. C'est une course avec un classement, mais déjà rien que le fait que de terminer le Vendée Globe, c'est un exploit en soi. Violette, c'est la plus jeune skipper de toute l'histoire à se lancer dans cette aventure. Et c'est pas son premier défi, loin de là. Moi, je l'ai découvert quand elle était adolescente, quand elle avait 16 ans, et qu'elle a été la première personne au monde à faire un truc que je vous raconterai un peu plus tard. Violette est née le 17 avril 2001 à Rochefort, c'est juste à côté de La Rochelle, ma ville natale en Charente-Maritime. Ses parents, Arnaud et Carole, ont 3 enfants et elle, c'est la Benjamin. Le père de Violette, Arnaud, c'est un passionné de voile, donc il a initié ses 3 enfants dès leur plus jeune âge à la navigation. Et puis lui, il a toujours baigné un peu dans ce milieu. Durant ses études de vétérinaire, par exemple, il était dans la même promotion qu'un certain Jean-Pierre Dick. C'est un skipper qui est renommé, peut-être vous le connaissez pas, mais c'est un habitué du Vendée Globe. Une amitié est née entre les deux hommes et c'est dans tout cet environnement-là que Violette va grandir. Dès son plus jeune âge, son père va l'emmener à tous les événements nautiques qu'il y a dans la région, au départ des grandes courses. Elle va être initiée à tout ça et surtout elle va vivre l'effervescence des départs pour les gens qui comptent traverser l'Atlantique ou faire le tour du monde. C'est à 7 ans que Violette va mettre pour la première fois les pieds sur un bateau en tant que skipper. Ça va être sur un optimiste. Alors si vous ne connaissez pas ce dériveur à voile unique, ça a été créé en 1947 à la base pour entraîner les enfants de moins de 15 ans à la voile, aux régates. En général, à 15 ans, on arrête d'utiliser les optimistes et on passe sur des 420 par exemple, des bateaux plus adaptés. Le plus amusant, c'est que c'est pas un gros coup de cœur genre pour Violette. Elle n'a pas eu un élan dès sa première expérience en tant que skipper. Mais c'est normal parce que la voile de compétition, ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline avant même de toucher au plaisir. Donc pendant qu'elle apprend à lire, à compter, etc. à l'école, en même temps, elle apprend une nouvelle langue, c'est le langage du vent. Au fur et à mesure, petit à petit, Violette va découvrir qu'elle adore ça, qu'elle a une âme en fait de compétitrice, qu'elle a un truc comme ça en elle qui la pousse à aller plus loin. Elle va se perfectionner et c'est comme ça qu'à l'âge de 15 ans, elle va accomplir un exploit. Quelque chose que personne n'avait fait avant elle. La voile va prendre une part si importante de sa vie qu'elle va faire des études en sport-études justement au lycée Jean Dauté, donc sport-études voile, et son temps, c'est très intense, est partagé entre les entraînements à la voile et les cours en même temps. Elle n'arrête pas. 2016, c'est l'année où je lance cette chaîne YouTube en créant une vidéo par jour. Mais 2016, c'est aussi l'année où je découvre une ado de 15 ans qui est dans le lycée à côté de celui où j'étais, qui fait de l'optimiste à côté de l'école de voile que je fréquentais et qui va établir une trace inédite dans l'histoire de la navigation. Violette continue de s'entraîner intensément quand un soir, alors qu'elle rentre dans l'entraînement avec son père et son frère, elle leur dit « Quand je serai grande, je ferai quelque chose d'incroyable, je vais réaliser un projet extraordinaire comme par exemple la traversée de l'Atlantique ou une grande régate comme le Vendée Globe. » Incroyable. Et puis finalement, ils discutent de tout ça en famille et ils se disent « Mais pourquoi attendre pour faire un truc incroyable? Pourquoi tu traverserais pas la Manche en optimiste ?» Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est un optimiste, c'est un bateau qui est fait généralement en carbone. Alors bien skippé, ça peut faire des exploits, mais c'est pas vraiment adapté pour faire la traversée de la Manche. Mais pour Violette, c'est le truc parfait, déjà parce que ça n'a jamais été fait, à part à la nage, à la rame ou même en aviron électrique, mais pas avec un petit dériveur comme un optimiste comme ça, et encore moins par une ado de 15 ans. Ensuite, ça fait 7 ans qu'elle fait de l'optimiste, et bientôt, elle ne pourra plus en faire, elle sera trop grande. Et la pression, elle connaît, elle a fait plein de courses, elle a participé au championnat du monde à Buenos Aires, au national anglais de Westmouth, encore la Dutch Youth Regatta de Workum, et encore, je vous dis ça, mais à 15 ans, la liste est très longue, c'est-à-dire que je suis obligé de dire etc. tellement elle a fait de courses et de régates auparavant. Jour J du projet nommé Violette fait la Manche, déjà très drôle. Alors Violette se réveille à 2 h pour un départ à 4 h parce qu'il y a une fenêtre météo qui est idéale pour tenter de faire la traversée. Elle se lance dans son petit optimiste, à côté d'elle, enfin derrière elle du moins, il y a un bateau suiveur, au cas où il lui arrive quelque chose, ou elle souhaite abandonner, ou s'il y a un gros danger et qu'il faut la récupérer. Dedans, il y a une partie de son équipe et une partie de sa famille. Durant la traversée, elle va vivre des moments incroyables. Elle va assister à son premier lever de soleil en étant au milieu de l'eau, au milieu de nulle part. Elle va croiser un immense cargo avec son petit optimiste, mais ça,
L'image, elle doit être incroyable. Et elle a même été suivie pendant un moment par 3 dauphins qui sautaient derrière elle. Ça, c'est pour les bons moments parce qu'il y a aussi les moments, à 2 reprises, elle a enfourné son bateau. En gros, quand on enfourne, c'est le bateau s'enfonce dans l'eau directement par la proue. Donc il faut écoper rapidement pour éviter de chavirer ou pour éviter de couler. Et puis, les vagues, par plusieurs moments, sont chaotiques, sont intenses, on est au milieu de la Manche. Mais finalement, le plus éprouvant pour Violette, c'est la durée de l'épreuve. C'est extrêmement long. Au bout de 10 heures, elle en a un peu marre, elle a froid et elle est fatiguée surtout. Elle voit quand même la côte au loin, mais il va falloir encore 5 heures à tenir bon avant d'arriver. Et c'est dans ces conditions éprouvantes qu'elle traversera la Manche en 14 heures et 56 minutes. C'est incroyable. À 15 ans, Violette rentre dans l'histoire de la voile en devenant la première personne à avoir accompli cet exploit. Et avant de rentrer dans les détails du Vendée Globe qu'elle vient d'accomplir et donc de terminer et de vous expliquer tout ce qu'elle a vécu, parce qu'il y a des moments incroyables dedans, il faut comprendre tout ce qu'elle a mis en place juste avant. Par exemple, en 2017, donc un an après la traversée de la Manche, elle a tenté le détroit de Gibraltar, toujours en optimiste. C'est une traversée mythique, elle va faire la distance en 5 heures et 27 minutes et une fois qu'elle a terminé, elle a trouvé que c'était un peu trop facile. En gros, les conditions météo étaient plutôt cool. Ce qui fait qu'en fait, elle a pas éprouvé l'aventure qu'elle rêvait de faire à ce moment-là. C'est pour ça qu'elle dit bah, c'est un peu dommage, c'est un peu trop facile. C'est d'ailleurs son dernier exploit en optimiste. Elle va passer au 4,20, donc des bateaux de 4,20 m qui sont la suite logique après un optimiste. En parallèle, Violette continue ses études. Elle va, après le lycée, intégrer l'INSA à Rennes, une école d'ingénieurs où là, elle va continuer dans section excellence sportive qui lui permet d'avoir un aménagement de ses études. En gros, ses 2 premières années vont être étalées sur 4 ans pour qu'elle puisse continuer tout son entraînement sportif. Et en 2019, donc Violette, à ce moment-là, elle a 18 ans. Elle décide de s'attaquer à la Mini Transat. C'est une course transatlantique en solitaire sur un mini 6,50 m. Imaginez qu'il y a pas mal de skippers expérimentés qui redoutent quand même cette course, mais Violette, elle y voit l'opportunité de prouver ce qu'elle vaut à tout le monde. Sauf que dès la première étape entre La Rochelle et les Canaries, elle va avoir un gros problème, elle va perdre tout l'électronique de son bateau. En fait, il n'y a plus d'électricité à bord, donc elle n'a plus de pilote automatique par exemple. Ça, c'est un gros problème parce qu'elle va devoir rester éveillée pendant 3 jours et 3 nuits pour tenir la barre, parce que sans pilote automatique, sinon ça va aller n'importe où. C'est-à-dire que même manger devient difficile tellement elle doit toujours être sur le qui-vive. Je commence à en avoir vraiment marre, je suis cramée. J'ai froid, j'en ai trop marre d'être dehors, à devoir parer là comme ça me saoule. Putain. Je la voyais pas comme ça ma transat quoi. Le 2e jour j'ai plus de batterie, mais c'est une blague. Je pense à tous les gens qui doivent me regarder, qui doivent me dire bah, pourquoi elle avance pas, pourquoi toutes les nuits elle se fait doubler, qu'est-ce qui se passe. Ils savent pas mais c'est à ma place. Évidemment, rester éveillé pendant 3 jours d'affilée, c'est une épreuve pour le corps, mais c'est surtout, c'est vrai, une épreuve pour le cerveau. Il a besoin de ça, hein. Vous savez, au bout de quelques jours, toutes les pensées se mélangent, les fonctions cognitives sont plus très bien actives. Elle tient bon, mais à la fin, elle commence à avoir des hallucinations finalement. On passe qu'on fait là, on était censé arriver aux Canaries, à Las Palmas. Et au final, tout à l'heure, on était assez loin, on était à 420 000, ça représente 2-3 jours de nave. Et là, je vois des gens qui sont en train de remorquage juste devant moi. Je me suis retrouvée toute seule. Alors je me suis dit, ça se trouve, on va s'arrêter peut-être à Madère. Et pourquoi, je sais pas. Et je ne sais pas où c'est non plus, j'ai plus de GPS, j'ai plus rien, je suis en blackout. Du coup, trop bizarre. Et ils m'ont oublié, moi, ils m'ont abandonné. L'arrivée bien à Las Palmas, je sais pas ce qui m'a pris. Ah putain, ça fait trop bizarre. Là, il faut vraiment que j'aille dormir. Ça fait 3 jours que j'ai pas dormi là. Une fois arrivée aux Canaries, l'émotion est intense, la fatigue est présente, mais elle est là. Violette a tenu bon, elle est prête pour la 2e étape. La 2e étape, c'est direction la Martinique. Et là, les conditions sont bonnes, tout va bien et Violette va pouvoir exprimer son plein potentiel. C'est un moment clé pour sa carrière puisque Violette devient la plus jeune navigatrice à avoir remporté cette nouvelle course tout aussi mythique. On passe en 2020, si vous avez bien suivi, Violette a 19 ans, elle se lance dans une nouvelle course mythique, la solitaire du Figaro. Je fais cette tête parce que ça m'impressionne. Déjà, elle doit laisser son 4,20 derrière elle pour un autre bateau très exigeant et technique, le Figaro 3. Et à bord, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de coin salle de bain, il n'y a pas de coin cuisine ou de choses comme ça. En fait, tout ce qui peut alourdir le bateau, ça dégage.
Les skippers passent toute leur journée en salopette, trempés par les embruns. On dit que c'est sur cette course que naissent les légendes. Pour tenir le rythme, les skippers adoptent un mode de sommeil qu'on appelle le sommeil polyphasique. Si vous ne connaissez pas, j'en ai longuement parlé sur cette chaîne YouTube en 2019 justement. C'est une véritable épreuve de résistance physique et mentale de découper comme ça son sommeil pour essayer d'avoir moins de sommeil et des phases d'éveil plus régulières. La deuxième étape est un peu dure pour Violette, ça la met à rude épreuve, mais c'est aussi ce qui va faire la particularité de Violette d'Orange, c'est qu'elle partage ce qu'elle vit, ses émotions, ses doutes, ses peurs avec beaucoup de sincérité. J'allais dire de naïveté, mais c'est pas vraiment ça, c'est juste sincère. Si c'est dur, elle le dit. Si elle a peur, elle ne s'en cache pas. Ça n'empêche pas qu'elle aille au-delà de cette peur, mais c'est la première fois qu'on voit comme ça une navigatrice ou un navigateur si transparent en fait avec les gens qui veulent bien écouter son parcours. C'est dur, enfin franchement là c'est dur d'avoir le moral. Heureusement on est 6 à être on est dans un petit groupe et on se bataille à fond. Mais sinon ouais c'est chaud quoi, enfin on s'est fait déposer par toute la flotte et enfin moi j'ai vraiment l'impression que la solitaire elle s'est finie là-dessus quoi. Ça fait vraiment ça saoule quoi. Il reste encore un jour. C'est compliqué d'y croire quoi. Un imprévu va bouleverser complètement la course. La 4e étape est annulée. La raison, c'est qu'il n'y a pas de vent. Un coup dur qui remet pas du tout la performance de Violette qui va finir du coup le parcours à la 30e place. Et ça c'est plus qu'un classement, c'est une confirmation. Violette a gagné sa place sur le circuit des pros. Et ça, elle en est fière et elle peut l'être. Et je vous parle pas de cette course pour rien parce qu'on est en 2020. Et c'est à l'issue de cette course qu'elle va faire une annonce déterminante. Elle veut participer au Vendée Globe 2024. Et je vous l'ai dit, c'est l'Everest des mers cette course. Elle est bien décidée à en faire partie et son annonce fait l'effet d'une bombe dans le milieu. Si elle réussit, ce sera la plus jeune femme à participer à cette épreuve mythique. Si elle réussit à remplir les conditions pour prouver son niveau et surtout pour réunir un budget colossal. L'un des premiers défis, c'est de trouver le bateau, de l'obtenir et de trouver le bon bateau pour faire le Vendée Globe en 2024. Entre-temps, en 2021, pour garder le côté un peu linéaire des choses, elle va refaire cette course-là du Figaro, du solitaire du Figaro, et elle va finir 19e, donc c'est confirmé, c'est une tueuse. En 2022, l'équipe de Violette prend contact avec Jean Le Cam pour lui racheter son bateau, son IMOCA. Alors c'est un bateau qui a fait ses preuves, qui a montré qu'il était très performant, qu'il était robuste et qu'il était flexible. Donc c'est pas un hasard qu'il contacte Jean Le Cam pour cet IMOCA, ce serait le parfait bateau pour un premier Vendée Globe, surtout que ces IMOCA-là, on les appelle un peu les Formule 1 des bateaux à coque. Et c'est très rassurant de se dire que ce bateau-là a déjà bouclé un Vendée Globe, a déjà bouclé cette course, donc le bateau connaît le trajet. Jean Le Cam apparemment est impressionné par les ambitions et la détermination de Violette. Il va lui donner énormément de conseils, il va lui expliquer comment faire pas mal de choses, il va même lui recommander de refaire la solitaire du Figaro une 3e fois pour encore perfectionner son apprentissage, notamment son apprentissage dans la course au large. Et il va faire un geste très fort, il va lui garder son bateau de côté, donc il lui assure de ne pas le vendre, le temps qu'elle trouve les fonds nécessaires pour l'acheter. Il n'est pas obligé de le faire, c'est un beau cadeau et je pense que pour Violette, ça a dû être une motivation supplémentaire. Et donc Violette, qui écoute ce qu'on lui dit, fait pour la 3e fois la solitaire du Figaro en 2022 où elle finit 10e. Elle a fait 30e, 19e, 10e. Faut qu'elle arrête parce qu'après elle va finir avant le premier peut-être. Alors attention, par contre ça suffit pas pour se qualifier pour le Vendée Globe. Pour se qualifier, il faut plusieurs choses. Terminer une transatlantique en solitaire en 2023, prendre le départ d'une transat en solo en 2024 et cumuler le plus de 1000 possible en course. Face à un tel projet, en 2023, Violette prend la décision de mettre son master en pause, donc ses études en pause pour se préparer et je pense que là c'était vraiment nécessaire. Et alors qu'elle n'a même pas boucler le budget complet et le financement, elle prend aussi possession déjà de l'IMOCA. Elle va d'ailleurs le rebaptiser, c'est normal, elle va le rebaptiser le Devenir. Le 29 octobre 2023, Violette monte sur le pont de son IMOCA, le Devenir, pour prendre le départ de la Transat Jacques Vabre. Alors, elle n'est pas seule, elle est avec son coéquipier Damien Guillou. Direction la Martinique, mais le vrai défi pour la qualification au Vendée Globe, c'est qu'elle va devoir faire le retour ensuite seule, donc en solitaire. Et 1 heure avant le départ, alors que tout est prêt, elle est sur le pont, ça va y aller, une nouvelle qui change toute la donne. La course, la Transat, est reportée d'1 semaine à cause du mauvais temps. Ça, c'est une attente interminable. La gestion de sa fatigue, de son énergie, quand on est prêt à partir, qu'on s'est motivé, qu'on a visualisé et qu'on te dit non, stop,
Tu attends une petite semaine, ça doit être terrible. Au bout de 14 jours de navigation, le duo arrive enfin en Martinique, c'est la fin de la première étape. Je vous l'ai dit, le retour en solitaire, c'est pas juste un défi, c'est une étape cruciale, primordiale pour sa qualification potentielle au Vendée Globe 2024. C'est ça qu'il faut comprendre, on fait pas les transats et les courses comme on veut, il y a des conditions préalables. Et ces conditions-là sont pas faites pour embêter les gens, elles sont faites pour la sécurité des skippers, parce qu'une fois en mer, les seules personnes qui peuvent te sauver, ce sont les autres concurrents. Et si possible, tu dois être capable de tout gérer par toi-même. Les choses sérieuses commencent. Une fois que Violette est seule à bord, elle doit gérer pas mal de choses un peu complexes, des vents qui sont violents, des problèmes techniques. Elle doit manœuvrer des voiles qui sont bien plus lourdes qu'elle. Manœuvre, c'est hyper dur. Franchement, le plus dur en fait, c'est de matosser les voiles à l'avant. On avait 4 à matosser. Et chaque voile pèse au moins 60 kg, au moins. Je déplace plus que mon poids à chaque fois et c'est bien galère. Regardez, il y a un peu des concurrents partout. Elle a plus d'aide physique d'un partenaire, elle a quelques contacts radio avec son équipe qui la guide à distance. Après 12 jours en mer, elle atteint son objectif, elle arrive à bon port, elle est épuisée, mais elle est fière d'avoir bouclé cette transat en solitaire. Et là aussi, elle peut l'être. Je suis 23e et je me dis que c'est quand même pas mal, avoir réussi à faire une transat en solitaire en niveau 4. Même si je suis déçue du classement, je suis quand même contente de moi et voilà, c'était cool. Il lui reste une dernière course avant le Vendée Globe, la Transat CIC. C'est une traversée de l'Atlantique en direction des États-Unis avec des conditions vraiment difficiles. Alors évidemment, c'est un challenge de taille, mais pour Violette, c'est aussi l'occasion d'accomplir un rêve. Je suis trop contente. Vous vous rendez compte, arriver sur le continent américain en bateau et en solo. Et il y a un autre truc qui est drôle par rapport aux qualifications du Vendée Globe et aux cases qu'elle avait cochées, c'est qu'elle avait juste à prendre le départ de cette transat-là pour finalement être sélectionnée pour le Vendée Globe. Elle n'avait pas forcément à terminer la course ou à la réussir ou à la boucler ou peu importe. Juste le fait de prendre le départ, ça cochait la dernière case qu'elle avait à remplir. Après évidemment, au-delà de toutes les histoires de qualification, c'est avant tout l'opportunité pour Violette de se frotter à une mer plus agitée et à des situations qu'elle n'a jamais vécues. Le Vendée Globe, ça va pas être une balade de santé, il va falloir qu'elle sache réagir à tout, les tempêtes, la houle de plusieurs mètres devant soi, bref, du très très lourd à gérer. Elle termine l'aventure en 10 jours, 19 heures et 20 minutes. 10 jours, 19 heures et 20 minutes alors qu'elle avait prévu 12 jours, c'est beaucoup moins. Elle en sort beaucoup plus confiante face à l'objectif maintenant qui lui reste, celui auquel elle pense depuis 4 ans, le Vendée Globe 2024, c'est parti. Si Violette est maintenant qualifiée, c'est sûr et certain, pour l'Everest des mers, il lui reste toute une préparation à faire et beaucoup de formations obligatoires parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on est en mer, on est seul de chez seul. Il faut être capable de tout faire. Par exemple, il y a une formation sur l'autonomie médicale. Il n'y a pas le choix. Quand tu es sur le bateau, tu dois te soigner toi-même parce qu'au milieu du Pacifique, ça va être compliqué de faire venir un médecin ou un chirurgien en hélico. Donc dans la formation, ils apprennent à s'administrer des injections intra ou des intraveineuses pour des antibiotiques par exemple, faire un garrot, se recoudre et mettre des agrafes, effectuer des pansements compressifs, soigner des fractures, des brûlures, reconnaître et traiter des infections ORL, ophtalmologiques, dermatologiques, digestives, même urinaires. L'un des cas emblématique, en tout cas qui m'a marqué du Vendée Globe, c'était Bertrand de Broc en 92. Il a été projeté contre une partie de son bateau, ça a provoqué une déchirure très importante de sa langue et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dû recoudre la langue lui-même. Et je ne vous parle pas de l'édition 2004-2005 où Mike Golding a dû extraire lui-même un éclat de métal dans son œil avec une pince. Je ne sais pas si on se rend bien compte qu'ils font ça au milieu de la mer et quand le bateau il est comme ça. C'est-à-dire que moi tout seul déjà quand je mets un pansement sur une ampoule j'ai du mal. Elle va aussi faire des stages de survie, des mises à jour technologiques, voir la relation avec les autres skippers parce que comme je vous le disais dans la course les premiers sauveteurs disponibles sont les autres concurrents. Petit à petit Violette se prépare et Violette avance vers le 10 novembre 2024 au Sable d'Olonne, là où tout commence pour le Vendée Globe, 45 000 km à peu près autour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance. Sur leur route, ils vont devoir franchir 3 caps mythiques, le cap de Bonne Espérance, le cap Lewin et le fameux cap Horn.
Le Cap Horn est redouté, il est considéré comme le cap le plus compliqué, dangereux de toute la planète. Dans les premières heures de course, c'est trop marrant parce que les conditions sont bonnes. Violette, elle s'est tirée parti de son bateau et de ses bonnes conditions et du coup, elle se balade grave, elle va atteindre la 2e place du classement provisoire. On sait qu'elle va pas rester longtemps 2e, mais je trouve pour l'image, c'est déjà fou. Et quand je dis qu'elle va pas rester longtemps 2e, c'est pas parce qu'elle ne le peut pas, c'est parce qu'elle va jouer sur une carte essentielle qui va être aussi en partie sa grande réussite de cette année, c'est la prudence. Première étape importante, le Cap Finistère, qui est réputé pour être assez imprévisible parce qu'il y a des vents forts qui peuvent venir brutalement. Le vent, il est en moyenne de 30 nœuds, il peut monter jusqu'à 40 nœuds, c'est un vent qui change très souvent de direction. Sans prévenir, il n'envoie pas un fax avant, donc il faut manœuvrer très rapidement, limite en anticipant pour pouvoir y réagir correctement. Le 12 novembre, 2 jours après le départ, c'est bon, Violette est dans le bain. Hello, là on est au passage du Cap Finistère. Voici les conditions. Là il y a au moins 30 nœuds, rafale à 40. Petite houle de 2 mètres je pense. Et pour l'instant ça va, je suis sur pro. J'avance bien et je crois que j'ai rattrapé un tout petit peu de mon retard. C'est bien. Donc pour ce début d'aventure, Violette mise plutôt sur la prudence. Elle a peur de la casse, elle a peur d'abîmer le bateau. C'est un truc qui va revenir souvent. On voit que ça a une importance particulière pour elle et que sa peur première, c'est ça, c'est la casse, c'est le bateau qui s'abîme d'une manière potentiellement irréversible. Donc elle va profiter de ses premiers jours aussi pour prendre des forces, pour bien manger, pour récupérer un sommeil, en fait pour optimiser son corps pour le reste de la course. Elle a raison. Passons directement au jour 23 où effectivement Violette se sent plus en forme que jamais. Honnêtement, physiquement je me sens bien, je suis pas trop fatiguée, j'ai réussi à bien récupérer même s'il y a eu pas mal de manœuvres ces derniers jours. J'ai réussi à trouver un bon rythme à bord, je dors bien, je mange bien. Après je ressens mentalement, je suis bien aussi parce que je ressens pas du tout la solitude. J'ai l'impression d'être bien entourée de tous mes concurrents, donc vraiment j'ai le moral et ça va plutôt bien. Moi mon véritable objectif c'est de terminer le Vendée Globe jusqu'au bout et de pas casser, donc je fais ma stratégie, je suis mon intuition. Et je suis pas les autres et je fais pas en fonction des autres. C'est super qu'on puisse vivre un Vendée Globe de l'intérieur. Aujourd'hui, la technologie le permet vraiment. À l'époque, quand j'étais petit, c'était pas comme ça. Là, on voit que Violette profite de se reposer, donc de prendre de l'énergie avant de traverser le premier cap mythique du Vendée Globe, le cap de Bonne-Espérance. Le cap de Bonne-Espérance, il se situe à l'entrée de l'océan Indien. C'est là où il y a ce qu'on appelle la zone du 40e rugissant. Bon, ça souffle dans tous les sens, c'est chaotique, c'est imprévisible. C'est un défi pour tous les skippers, Violette d'Orange ou n'importe qui même d'expérimenter. Et cette année, pas de bol, les conditions météo sont plutôt contre eux. Et donc on risque d'avoir 30 nœuds bien établis, rafale à 40, 45, 50 peut-être. Et puis le pire, c'est les vagues. Il risque d'y avoir 6 mètres de vagues avec des déferlantes. Donc ça me fait un peu peur honnêtement. Peu importe la course, là je veux vraiment juste passer sans casser le bateau. Donc je vais bien attacher toutes mes voiles, mettre le moins de toile possible pour passer sans trop de danger. Donc on va voir, mais c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. Et quand on entend Violette, on comprend à quel point le passage est redouté. Par contre, ce qui force le respect, c'est la priorité de Violette, rester en sécurité. Quoi qu'il arrive, elle garde la tête froide, elle se prépare au mieux, aussi bien matériellement que mentalement, pour se confronter à des vagues de 6 mètres de haut et un vent qui décoiffe. Le 4 décembre, Violette partage sa traversée du Cap et elle nous montre les conditions pas évidentes dans lesquelles elle doit évoluer. Là, on est dans la première dépression et c'est déjà la guerre. Regardez derrière moi. Là, il y a 36 nœuds, il y a des rafales jusqu'à 40 et il y a à peu près 4 mètres de houle, je dirais. Le vendredi 6 décembre, elle passe enfin le cap de Bonne-Espérance. 1 sur 3, c'est fait, c'était pas facile. Elle a rencontré une mer cassante, 5-6 mètres de houle, des vents violents, mais elle l'a fait. Elle a fait un départ à la bâtée. Alors c'est-à-dire que son bateau s'est presque couché sur le côté et elle a dû le faire repartir comme ça. C'est chaud, très très chaud. Là, moi, je pense que c'est le moment où j'aurais dit à l'aide. Et surtout, ça, je le suivais au quotidien, heure par heure. Je vais essayer de vous le condenser. 1 mois après son départ,
Elle a dû démonter et remonter dans l'intégralité la colonne de son winch du bateau. C'est ce qui permet de réduire l'effort physique des manœuvres. En fait, c'est un truc comme ça, tu tournes et avec des systèmes de rouage, etc., ça démultiplie ta force. C'est comme le plateau de vitesse d'un vélo. Il y a des chaînes, il y a des engrenages, il y a une cinquantaine de vis. Et celui de Violette, il a complètement déraillé. Donc elle a dû s'y reprendre à 2 fois pour réparer. Ça a fait à peu près 7 heures de bricolage. 7 heures de bricolage en pleine mer. Et valait mieux avant la première étape que ce soit réparé, parce que 4 jours plus tard, voici où elle se situe, au 2e cap à cocher, le cap Lewin. Il y a un trop beau coucher du soleil derrière moi et je suis à 5 minutes de passer le cap Lewin. Je suis trop contente. Le cap Lewin, il est situé au sud de l'Australie, c'est le 2e cap mythique qu'il faut cocher dans un Vendée Globe, je vous l'avais dit tout à l'heure, et malgré son entrée qui était plutôt cool, avec des conditions favorables et même des conditions internes favorables, à 30 jours de la course, le 19 décembre, elle est 25e au classement, ce qui est exceptionnel vraiment pour ce premier Vendée Globe, mais elle va avoir son premier coup de mou, son premier coup au moral. Aujourd'hui, je suis un peu à fleur de peau parce que j'ai eu un passage assez difficile ce matin. Je me suis pris un front et j'ai voulu jouer un petit peu avec la limite de mes voiles, c'est-à-dire garder un peu trop de toile et attaquer. Et je me suis fait surprendre par un grain de 50 nœuds et j'ai cru que j'allais démater. C'était horrible. J'ai abîmé une voile d'avant et j'ai ma bassac qui s'est cassée aussi. Et du coup, voilà, je suis encore un petit peu sous le choc et je suis sur les réparations maintenant. Parce que même si Violette a toujours dit que son objectif c'était pas de gagner le Vendée Globe, c'était juste de terminer cette course mythique dans des bonnes conditions, l'envie de pousser un petit peu le bateau et d'aller un peu plus loin, ça l'a conduite à prendre des décisions un peu imprudentes et elle a des dommages matériels qui sont arrivés sur le bateau. Je vous rappelle, c'était sa plus grande peur et c'est ça qui entame son moral. La préparation de Violette, elle a commencé à l'âge de 7 ans. En fait, elle avait des angoisses déjà à se confronter aux autres, donc elle a suivi des cours de sophrologie, des séances du moins de sophrologie, et après elle a été assistée par une coach mentale qui l'a aidée tout au long de sa vie à visualiser en fait les pires situations possibles pour apprendre à garder son sang-froid, savoir réagir d'une manière automatique, mécanique, en mettant un peu les émotions de côté. Donc, elle a su apprendre à gérer tout ça. Encore une fois, je pense que si vous et moi, on est dans un bateau où c'est même pas nous qui skippons le bateau et qu'on a une vague de 7 mètres devant nous avec des vents violents, on garde pas notre calme. Il faut une force mentale et ça, se l'est forgé depuis plus de 15 ans. Et la famille, les amis, l'équipe de Violette, c'est extrêmement important pour son moral. J'étais très touché des fois quand je la voyais. En fait, il lui cachait des petits mots, il lui préparait des audios ou des vidéos à regarder tel jour, à telle heure ou à tel moment de la navigation. Et c'était pour lui rappeler qu'ils sont là en fait. Même à très grande distance, ils étaient là tout le temps avec elle. Même le jour de Noël, elle avait des petits cadeaux, des petits mots, etc. La veille de Noël, Violette, elle a capturé une scène à couper le souffle. Je vais vous la montrer. C'est un coucher de soleil sur une mer d'un calme irréel. C'est magnifique. Finalement, le Vendée Globe, c'est aussi des moments pour elle à vivre, des moments incroyables que la nature n'offre jamais aux terriens de cette façon-là. Elle les vit d'une manière exceptionnelle pour son premier Noël loin de sa famille. En fait, je pensais que je n'avais pas de cadeaux parce que je n'avais pas vu de cadeaux. Sarah me dit, est-ce que tu as ouvert tes cadeaux? Je dis, bah non, je crois que j'en ai pas. On me dit, mais si, regarde bien, c'est dans le sac numéro 6. Et là, tada, j'ai tout ça en fait. J'en ai beaucoup trop même. J'adore. C'est trop drôle. Repas de Noël, nous avons du foie gras avec des petits toasts aux figues. Ensuite, confit de canard préparé par le chef, je pense. Ça va être trop bon. Et ensuite, un petit dessert, si j'ai encore faim, crumble au poire crème pâtissière. Bon, blague à part, l'alimentation sur une course comme le Vendée Globe, c'est un vrai sujet.
Tous les jours, les skippers brûlent un nombre de calories bien supérieur à la moyenne, 4000 à 6000 calories par jour, parfois plus, parce qu'il y a les manœuvres pour résister au froid, il y a le manque de sommeil, ils sont constamment en train de puiser dans leurs réserves personnelles. Pour le coup, chaque calorie est calculée pour maximiser leur énergie tout en gardant le bateau le plus léger possible. Donc on ne veut pas trop stocker à bord. Chaque skipper embarque en moyenne 150 kg de nourriture lyophilisée, des plats en poudre où il faut rajouter de l'eau, tu sais, pour réhydrater avec de l'eau chaude. Alors dit comme ça n'a pas l'air très ragoûtant. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, du taboulé au poulet à pertiser. Et ben je crois que vous n'êtes pas prêts. Tada. Voilà, c'est du taboulé bien compact. Je vais goûter. En vrai, souvent ces plats ils sont très bons, mais c'est juste l'aspect faut pas citer. C'est quand même rigolo quand même. Et en même temps, si c'était pas lyophilisé, ça pèserait beaucoup plus lourd en charge. Et plus le bateau est lourd, moins il va vite. C'est mathématique. Pour Violette, elle et son équipe, ils ont préparé ses repas d'une manière journalière, c'est-à-dire elle n'a jamais à réfléchir ce qu'elle doit manger, ni la quantité. Elle suit le programme, elle suit le process. Il y a d'autres skippers qui préfèrent choisir eux-mêmes au jour le jour, ça dépend vraiment de chacun. Mais ce qui est marrant à voir, c'est que chacun a son petit péché mignon. Ce soir, c'est pasta. Je vais prendre des pâtes avec du pesto rosso et un peu de copa et de parmesan. Et je vais aller manger dehors parce que c'est magnifique le ciel. Ou Arnaud Boissière, par exemple, c'est un autre skipper. Lui, c'est le poisson à la provençale. Il aime tellement ça qu'il en a emporté 15. C'est-à-dire qu'il a 15 fois ce plat, beaucoup plus que n'importe quel autre plat qu'il a emmené finalement. Après un Noël que Violette n'oubliera jamais, parce que conditions incroyables et en même temps loin de sa famille, elle va passer le point Nemo. Le point Nemo, j'en ai parlé à ce moment-là, au mois de janvier, dans une vidéo courte, parce que justement, comme je suis le Vendée Globe, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de leur expliquer ce que c'est. Donc si vous voulez voir la vidéo, elle existe sur toutes les plateformes. Mais le point Nemo, ça annonce aussi un autre point redoutable, le 3e cap, El Famoso, le Cap Horn. Alors le Cap Horn, c'est le bout du monde, mais vraiment littéralement. Il est au sud du Chili et là tu as l'Atlantique, le Pacifique qui se rencontrent, ça crée des conditions météorologiques qui sont incroyablement difficiles, vent violent, vagues énormes, mer imprévisible, la totale. Pour les marins, le Cap Horn, c'est plus qu'un cap, c'est un défi, c'est un rite de passage. Quand on le franchit, on entre dans la légende, là vraiment. Et je parlais de Jean Le Cam tout à l'heure, la personne qui a vendu son bateau à Violette. Eh bien, Jean Le Cam a failli perdre la vie là-bas avant d'être sauvé in extremis par Vincent Rioux. Mais ce cap, c'est aussi et malheureusement un cimetière. Il y a beaucoup de marins et de skippers qui sont tombés, dont Jerry Roof, c'est un skipper canadien, il a perdu la vie là-bas. Il avait laissé comme dernier message, les vagues ne sont pas des vagues, elles sont plus hautes que les Alpes. Donc je veux pas casser l'ambiance, mais il faut vraiment savoir de quoi on parle quand on parle du Cap Horn pour comprendre ce que Violette, là, s'apprête à affronter. Ce matin, j'ai pris une décision pas facile parce qu'en fait, au passage du Cap Horn, on a deux trucs. On va avoir 30 nœuds avec 5 mètres de vague. Et dans la réalité, on a toujours plus, surtout dans un endroit comme le passage du Cap Horn. Il peut y avoir jusqu'à 60 nœuds et 7 mètres de creux. Voilà, ça donne pas très envie. Et en fait, le pire, c'est surtout le lendemain. Il y a une dépression qui passe. Et en fait, il y a pas d'échappatoire. Enfin, je suis super inquiète. Ce matin, je me suis dit que j'allais ralentir et que j'allais laisser passer tout ça parce que moi, mon objectif, c'est d'arriver et je veux pas me retrouver dans des situations dangereuses avec des vagues de 6 mètres, avec du vent qui fait que je peux plus contrôler mon bateau. Enfin, c'est pas du tout l'objectif. Violette vous l'a dit, elle a peur. Donc elle prend la décision de ralentir et d'attendre une petite évolution positive des conditions météo pour pouvoir passer le cap. Elle a raison, avec tout ce qu'on sait, ce qui s'est passé dans le Cap Horn, elle a raison quand même de jouer une carte un peu de sécurité, de sa survie. Ça ne veut pas dire que ça va être facile à franchir en plus après. Ça veut juste dire que là, elle minimise le risque extrême. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle le prend bien, ça met un sacré coup au moral. C'est hyper dur à encaisser parce que d'après moi, elle a vraiment pris la bonne décision. Ça c'est irréfutable, mais ça doit être hyper compliqué de passer du mode « je fonce toujours tout droit » au mode je ralentis. Ralentir en pleine course, c'est un contresens. Hello, là on est mercredi, donc c'est le deuxième jour où je ralentis. Il reste encore à peu près 30 heures avant de pouvoir reprendre une route normale. J'ai hâte, vous pouvez pas savoir à quel point, parce que c'est très bizarre d'être
sans voile d'avant, d'avancer le moins vite possible. Une mauvaise nouvelle cette nuit, en fait, je savais que j'avais une petite fuite au niveau de mon moteur. Et du coup, j'ai voulu le faire tourner pour tester, pour voir. Et voilà, j'ai continué de le laisser tourner. Et en fait, ça a été mon erreur, c'est que je suis revenue trop tard pour checker. Donc voilà, ça veut dire que le moteur va la prochaine fois va très probablement caler et tomber en panne définitivement. Vous voyez, en prenant la décision de ralentir, Violette a sûrement évité le pire. Mais maintenant, après la peur, place à autre chose, l'excitation, le cap est tout proche. Ça y est, j'ai réaccéléré cette nuit. Là, je suis à 5 heures du Cap Horn. Yes, je suis trop contente. J'ai trop hâte de le passer, ça va être trop chouette. Bon, je vais pas le voir, mais c'est pas grave, je suis quand même trop contente. Bon, ça y est, alors j'ai pas cette chance de pouvoir voir le petit bout de terre de feu. Mais ça y est, je suis passée au niveau du Cap Horn. Et regardez les albatros. Là, il y en a un énorme. Alors, nouveau coup dur pour Violette avec Arnaud Boissière. Violette, elle fait partie d'un groupe de 5 skippers au moment où ils sont à la longitude du Cap Vert. Arnaud Boissière en fait partie, il est 27e du classement. Et avec Violette, ça échange, ça rigole. Mais quelques jours plus tard, le 30 janvier, Arnaud fait un dématage. Donc le mât peut casser et tomber à l'eau. Et sans mât... en vrac. J'ai un heure. Il n'y a plus rien pour tenir les voiles. Donc Arnaud a sécurisé le bateau, l'a inspecté pour évaluer les dommages et malheureusement cet événement l'a contraint à abandonner la course. Je fais une petite parenthèse, d'ailleurs d'habitude il y a beaucoup plus de problèmes et d'abandons que cette année. D'année en année, c'est tous les 4 ans le Vendée Globe, je trouve ça impressionnant le nombre de personnes qui terminent le Vendée Globe. Moi quand j'ai commencé vraiment à suivre, quand il y avait 5 à 10 personnes qui terminaient le Vendée Globe, c'était incroyable. En tout cas, l'incident et l'abandon d'Arnaud, ça va profondément toucher Violette. Non seulement elle est triste pour Arnaud, d'autant plus qu'ils avaient déjà traversé des conditions plus difficiles, mais en plus elle sait que Arnaud, c'est un skipper qui prend particulièrement soin de son bateau, qui fait très attention. Donc cet incident, ça va l'inquiéter encore plus, ça joue sur son angoisse numéro 1. Abîmer son bateau. C'est le genre d'événement qui va lui rappeler encore une fois qu'en mer, personne n'est à l'abri d'un coup dur, même en étant le plus vigilant possible. Et avant de parler du retour de Violette, il y a d'autres personnes qui arrivent avant elle. C'est quelque chose, hein, le retour d'un Vendée Globe au Sable d'Olonne. Le grand gagnant de cette édition, c'est Charlie Dalin. Le 14 janvier à 8h24, Charlie Dalin a franchi la ligne en 64 jours. 19h, 22 minutes et 49 secondes, c'est un nouveau record pour le Vendée Globe, c'est incroyable. Alors pareil, je fais le vieux qui raconte ses souvenirs, mais moi quand j'étais petit, s'ils arrivaient au mois de mars, c'était déjà pas mal. Maintenant c'est fin janvier, il n'y a pas de problème. Ah non, je dis fin janvier, 14 janvier, c'est avant mi-janvier, bref c'est fou. Un autre des grands temps forts de ce Vendée Globe 2024, c'est l'arrivée de Justine Métro. Elle a fini 8e Justine du classement, alors que c'était son premier Vendée Globe. Elle a fait un temps de 76 jours, 1h36 minutes et 52 secondes. Elle bat le record féminin qui était détenu par Clarisse Kremer jusqu'ici. C'est ce qu'on appelle une reine des mers. Vraiment incroyable. Bravo Justine. On va parler du retour de Violette, mais juste avant, parlons du Vendée Blues. Le Vendée Blues, on appelle ça comme ça, c'est le choc qu'ont les skippers quand ils reviennent à terre après avoir fait le Vendée Globe. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ça, mais pour les skippers, le retour à terre, c'est une vraie nouvelle épreuve. Il y en a qui disent qu'ils ont un blues, une descente brutale après l'excitation qu'ils ont eue durant toute la course. Alors déjà, il y a le choc physique avec la fonte musculaire. Il y a le médecin du Vendée Globe. Il avait déclaré « Le Vendée Globe, c'est une course de sédentaires. En 3 mois, ils font à peine quelques centaines de mètres à pied sur leur bateau. » C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le bateau qui avance, hein. C'est pas le skipper. Ils reviennent, ils ont un système immunitaire à 0 parce qu'ils ont été extérieurs au monde pendant 3 mois, donc ils chopent en pleine période hivernale le moindre truc qui passe, le virus, et puis tout à coup, la Terre, elle bouge plus. Donc après 3 mois à vivre sur un bateau qui bouge en permanence, se retrouver sur une surface plane, sur le plancher des vaches, c'est très déstabilisant, ça peut être angoissant. Arnaud Boissière d'ailleurs l'a raconté après une autre édition, pas la 2024, il disait « Je me réveillais en pleine nuit, j'étais paniqué, mon lit ne bougeait pas, il n'était pas mouillé. Pour moi, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond, qui n'était pas normal. » Et puis, il y a bien sûr le choc émotionnel. Ça fait à peu près 100 jours en moyenne en pleine mer.
Tu es tout seul, tu es face à l'immensité de l'océan, et là tu retournes à la vraie vie. Avec les vrais petits problèmes de la vraie vie, ça doit faire un choc. En gros, il faut entre 6 mois et 1 an pour un skipper pour récupérer de son Vendée Globe. C'est pas une course qui se termine à l'arrivée. Et à 2 jours de son arrivée, Violette a le droit à une belle surprise. Alors qu'elle est sur le pont de son bateau, elle kiffe un petit peu, elle sait que tout va bien se passer. Il y a Charlie Dalin, dont je vous ai parlé, le gagnant de cette édition, qui vient la voir. Ah ben pas en bateau. Il est dans un avion de la Marine nationale et ils vont s'approcher comme ça tout proche, ils vont communiquer à la radio, c'est très touchant. Bon, pour Violette, on imagine, ça doit être une bouffée d'énergie pour la fin parce qu'elle est très proche, elle est tellement proche que 2 jours après cet événement, elle franchit la ligne. Son Vendée Globe, elle l'a fait après des mois de préparation, des semaines à affronter des conditions extrêmement dures, et puis des doutes, la fatigue, etc. L'émotion, elle doit être incroyable, le soulagement, la fierté, la joie pure, et je suis ému pour elle au moment où elle franchit la ligne. Elle devient la plus jeune des skippeuses de toute l'histoire du Vendée Globe. Vous vous rendez compte de ça quand même ? Et voilà, après des semaines en mer, après des milliers de milles parcourus, il y a Violette qui rentre chez elle avec ce moment unique, le passage du chenal, la foule qui est là, qui l'attend, qui l'acclame. D'après même qu'il y aurait eu plus de personnes pour Violette que pour Charlie, qui était pourtant le gagnant. Tous les cris, tous les applaudissements, c'est la reconnaissance d'un exploit, d'un courage, de tout ce que Violette a accompli. Violette d'Orange vient de marquer l'histoire en devenant la plus jeune navigatrice à terminer le Vendée Globe. Je sais, je l'ai dit plein de fois, elle a franchi la ligne d'arrivée en 25e position en 90 jours, 22 heures et 37 minutes en mer. Mais ce qui est fou pour moi, c'est qu'au départ, quand elle est partie, elle avait 50 000 abonnés sur Instagram. À son retour, elle comptabilise 557 000 abonnés. Elle a su fédérer comme ça une communauté autour d'elle, un peu malgré elle, parce qu'elle est authentique, parce qu'elle partage son énergie, sa détermination. Et c'est la première personne, à ma connaissance, de toute l'histoire des transats, des courses au large, de la navigation, à rendre cette discipline grand public. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui la suivent, là, dans les 557 000 abonnés Insta, c'est pas des gens qui suivaient de base les courses en mer, en fait, ou le Vendée Globe. Ils l'ont découvert avec Violette. C'est incroyable ce qu'elle a fait là pour son domaine, pour sa passion, pour son domaine qui est la course à la voile. Je pense que je suis encore sous le choc, je suis sidérée du monde qu'il y avait, c'était incroyable. J'ai énormément d'émotions, je sais pas où je suis, j'ai l'impression d'être en dehors de mon corps. Enfin, je suis tellement heureuse d'avoir réussi ce tour du monde. Donc à 23 ans, seulement 23 ans, elle est entrée dans la légende du Vendée Globe, mais la légende tout court, c'est vraiment un début, je suis certain. Ceux qui repoussent leurs limites une fois n'arrêtent jamais de le faire. Violette, si un jour tu vois cette vidéo, déjà j'en serais ravi, j'espère qu'elle te conviendra. Je voudrais te remercier pour les 9 dernières années où j'ai découvert une légende vivante en plein devenir, sans jeu de mots, avec ton bateau. Donc voilà, bravo, à très bientôt, ciao.